par un grand déballage de paroles dans un certain nombre de lieux, mais aussi par le fait qu'on ait découvert que les étudiants avaient un peu pris la parole comme ça, s'est répandu dans d'autres secteurs de la société. En même temps, en mai 68, d'une certaine façon, une des liaisons qui existe entre ce qui s'est passé dans le mouvement étudiant et le mouvement des travailleurs, ça a été cette irruption de la parole dans la vie politique. Alors, on peut dire aussi que ça a cheminé après 68, parce que ça n'est pas que le fait de mai 68. C'est aussi ce cheminement qu'on voudrait bien arriver à faire apparaître aujourd'hui, que parfois est très oublié. Ça a cheminé, par exemple, dans la naissance, le développement de deux mouvements extrêmement importants dans la vie sociale française, qu'ont été le mouvement féministe et le mouvement écologique, qui l'un et l'autre ont un rapport extrêmement direct dans le développement, leur montée en puissance dans la vie. Et au fond, la question qu'on peut demander à des jeunes d'aujourd'hui, qui ont participé d'ailleurs au reportage vidéo que vous avez eu l'occasion de voir, c'est comment ils ressentent aujourd'hui cette question de la parole, où on en est exactement, et où on en est d'un point de vue positif et d'un point de vue négatif, qu'est-ce qui pose des problèmes encore aujourd'hui qui méritent des avancées nouvelles, et est-ce qu'on ressent aujourd'hui, d'une certaine manière, le rapport entre ce que je disais tout à l'heure en parlant avec la prise de parole et la crise de la démocratie, par exemple. Voilà. Elles vont se présenter. Alors, elles me permettent d'éviter d'utiliser un vocabulaire genré. Oui, genré. Du coup, c'est elles, voilà. Voilà, c'est elles. Parce que je trouve que c'est comme ça. Et elles vont se présenter, et ensuite, elles vont débattre elles-mêmes et gérer un petit peu leur débat. Même ils ont peut-être parlé d'autogestion du débat tout à l'heure. Voilà. Et la première qui démarre, qui s'est proposée pour démarrer, bon, donc c'est Aline qui va se... Mais on va se présenter avant. Elle se présente. Du coup, moi je m'appelle Aline, je suis originaire du Tarn, en Occitanie. Je suis secrétaire nationale au mouvement rural de jeunesse chrétienne, donc je viens du milieu rural. Voilà, et puis mon parcours d'engagement il est assez divers dans pas mal d'associations. Et puis j'ai trouvé ma place du coup dans cette association qui est du coup gérée et animée par des jeunes du milieu rural. Et voilà. Et du coup c'est à ce titre-là que j'ai été interpellée pour participer à ces entretiens. Voilà. Moi je m'appelle Sophie. J'ai été interpellée pour participer à cette exposition au titre de fait que je suis référente pour Vie Juive Insoumise, donc la France Insoumise. Voilà, mais sinon j'ai un parcours militant aussi un peu particulier, parce que voilà, je suis une méchante cégétiste, une méchante féministe, une méchante altermondialiste, et en plus une méchante fonctionnaire, donc du coup ça tombe bien, tout va bien ensemble. Voilà. Du coup, moi c'est Émilie, je suis chargée de mobilisation au réseau Sortir du nucléaire. Du coup, mon parcours d'engagement vient du syndicalisme étudiant, puisque du coup j'étais coprésidente de Fac Verte, un syndicat étudiant qui a eu une durée de vie assez limitée et assez petit, dans pas beaucoup de campus, mais du coup après j'ai poursuivi un petit peu dans la protection de l'environnement et plutôt dans la lutte contre le nucléaire. Donc voilà. Moi je m'appelle Marie, je suis originaire de la Drôme et j'ai commencé à m'engager en fait autour des questions de conflit et de violence, c'est vraiment ça qui m'interpellait et donc j'avais envie de travailler à un monde meilleur au sens moins de conflits et des meilleures relations entre les humains. Et du coup, je travaille maintenant et je milite au mouvement pour une alternative non violente, donc qui fait la promotion de la non-violence dans tous les domaines de la vie en société. Moi, c'est Solène et je travaille pour une association de défense des droits des étrangers qui s'appelle le GISTI. Du coup, ce qu'on propose un peu pour ce débat, on a essayé un peu de travailler ça ensemble, donc on n'est pas vraiment, donc on a essayé d'autogérer tout ça. Du coup, c'est de partir un peu sur deux axes, sur ces questions de
prise de parole, prise de pouvoir, quoi. Et du coup, la première, c'est plutôt comment dans la société, en fait, on travaille ces questions. Enfin, voilà, comment on prend la parole dans la société, comment on fait entendre notre voix, comment elle n'est pas entendue, quel est le rôle des médias et tout ça. Et du coup, l'idée, c'est qu'on va un peu illustrer ça de nos témoignages et de nos parcours. Et du coup, après, l'idée, c'est qu'on discute avec vous sur cette thématique-là. Et après, l'idée, c'est qu'on passe à une deuxième thématique plutôt sur comment, dans un groupe, on travaille les questions de prise de position, les questions d'oppression, les questions diverses de comment on arrive à ce que chacun se sente légitime de pouvoir prendre la parole et d'exprimer des avis dans un groupe plus restreint. Voilà un peu ce qu'on vous propose pour ce soir. Et du coup, après, ça sera suivi du film, c'est ça, sur Nuit debout. Voilà. Du coup, moi, par rapport à cette question-là, sur la prise de parole dans la société, du coup, je pense que personnellement, j'ai participé à quelques luttes, mais je restais dans des associations où on était plutôt dans de l'activité locale, sans avoir de prise de position politique dans la société. C'est-à-dire qu'on agissait, pour moi, tout acte est politique, donc c'est-à-dire que peu importe ce qu'on fait, on le faisait bien parce qu'on avait une vision de la société, mais on n'allait pas le crier sur tous les toits. Et aujourd'hui, du coup, le MRJC est une association qui se veut politisante, c'est-à-dire qu'elle n'est pas pour un parti politique, mais elle veut que les jeunes soient formés et se forment à des questions politiques pour se sentir capables de prendre des positions et puis d'argumenter les choses. Un peu ça, c'est enfin voilà, c'est un peu cette vision-là que j'ai. Et puis, du coup, pour moi, c'est important aujourd'hui comment on forme en fait les nouvelles générations à la compréhension de ce qui nous entoure, de la société, des institutions. Alors c'est pas facile parce que souvent c'est fait exprès pour que ça soit compliqué, pour que justement on comprenne pas. Mais je pense qu'il y a vraiment, en tout cas agissant aujourd'hui dans une association d'éducation populaire, notre boulot c'est vraiment de former les jeunes à se rendre compte de choses et puis à avancer, quoi. Et du coup, pour moi, la formation, elle est hyper importante. Je veux dire, le MRJC, c'est pas une association de lutte qui va aller faire des manifs ou qui va appeler à des manifs. On peut appeler à des manifs, mais on est moins dans ce cadre-là. On est plus dans l'amont, comment on permet aux gens et aux jeunes de se former pour qu'après, ils aillent dans d'autres structures, voire dans des syndicats, pour partager ça aussi. Et après... je pense qu'il y a un truc qui est assez compliqué sur comment on se place dans la société quand on est jeune, notamment, quand on est femme, quand on est du milieu rural. Aujourd'hui, notamment, nous on travaille beaucoup sur les questions toute notre activité sur les questions de ruralité. Et du coup, comment on lutte aussi pour que tout ne soit pas concentré sur des métropoles ou sur des villages-bourgs. Avec la loi NOTRe notamment, l'éloignement de tous les services, on est quand même dans des situations de plus en plus précaires de la part des jeunes en milieu rural, avec des dotations de l'État qui sont moindres pour une personne du milieu rural, vaut moins qu'une personne en milieu urbain. Et pour nous, c'est des choses sur lesquelles on veut s'engager aujourd'hui politiquement et qu'on prend des avis politiques. Et puis, dernièrement, on a eu 2 prises de position politiques qui nous ont vraiment replacés sur une sur les expulsions générales, dans tout. Comment en fait l'État expulse ses étudiants, ses agriculteurs, ses migrants. Il y a vraiment un truc, un ras-le-bol et vraiment des jeunes, quoi. Et puis la deuxième, on s'est positionné aussi notamment pour le droit fondamental à l'IVG et pour une association qui est chrétienne et attachée à l'Église, bien que rassemblant à peu près la moitié de personnes athées. C'était un grand pas de positionnement dans l'Église et je pense que c'est important aussi dans cette prise de position. En tout cas, pour nous, on est à la fois dans la société et on est aussi dans l'Église. Et pourtant, moi, par exemple, je suis athée, mais défendant cette valeur-là aussi d'ouverture. Et du coup, voilà. Pour moi, c'est ça aussi. Il n'y a pas que la société, il y a aussi plein de petites sphères dans lesquelles il faut arriver à prendre position. Voilà, je pense que j'ai assez parlé.
Allez, vas-y, Vas-y. Non, c'est pas mal. Moi, je voudrais rebondir sur ce que Aline, tu as dit sur la nécessité d'éduquer les jeunes générations. Parce que nous, on voit beaucoup ça, notamment sur les réseaux sociaux et toute la violence que ça peut déclencher aujourd'hui. Les Facebook, les Twitter, l'Instagram, c'est fou ce qu'on arrive à faire avec ces outils technologiques. On est beaucoup sollicité pour des problèmes de harcèlement à l'école via les réseaux sociaux. Puis même toutes les violences qu'on voit sur plein de sujets d'actualité. Dès qu'il se passe quelque chose, des déchaînements d'insultes et autres. Et je pense qu'il y a un véritable enjeu de formation de ces nouvelles générations qui grandissent avec cet outil déjà omniprésent. Et un vrai challenge là-dedans. Donc je pense que l'éducation nationale commence à essayer de mettre des choses en place, mais je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Même pour notre génération, où on a appris, on a découvert ça et on commence à avoir un peu des réflexions sur faire évoluer nos usages. Moi, quand je regarde mon mur Facebook quand j'avais 15 ans, c'est pas glorieux du tout. Donc, pour moi, ça reflète aussi cette contradiction dans la société d'aujourd'hui où la parole elle est ultra libérée et on est invité à prendre position, à s'exprimer, notamment sur des outils tels que les réseaux sociaux. Et en même temps, on ne s'entend plus. On ne s'entend plus entre nous puisqu'on ne se parle plus. Du coup, on se parle par messages interposés. Et puis même dans la société, les messages ils deviennent inaudibles tellement on est inondé d'informations. Donc finalement, c'est trop d'informations. Donc on est complètement perdu. Et pour les associations ou pour les partis politiques ou autres, tous ceux qui essayent de porter des messages, ça devient difficile de se faire entendre dès qu'on ait une pensée un peu alternative au modèle dominant qui lui est très présent dans les médias de masse, tout ça. Donc pour moi, c'est vraiment cette contradiction à la fois une parole très libérée et très nombreuse et en même temps, je trouve qu'on n'arrive plus à s'entendre. Voilà. Tu rebondis ? Vas-y. Non, je rebondis sur plusieurs choses qui ont été dites, notamment sur le fait qu'il y a un message dominant de la part des médias et que du coup qui vient boucher un peu tous les trous de pensée qu'on pourrait potentiellement essayer d'avoir. D'autant plus que les réformes Macron sont aussi dans le même style. Allez, on bourre, un jour c'est ça et demain c'est autre chose et on y va. Et du coup effectivement on s'entend plus. Je suis assez d'accord là-dessus. Alors comment on fait nous pour se faire entendre au milieu de ce merdier ? C'est compliqué parce que effectivement je rebondis encore sur ce qu'Aline a dit, c'est fait exprès pour qu'on comprenne pas. Donc du coup ça devient compliqué, il faut essayer de partager l'information. Et c'est dans ce cadre que je trouve qu'il y a des choses qui sont quand même vachement positives en termes de technologie justement et en termes de réseaux sociaux. Et parmi les plus belles victoires quand même qui ont eu lieu ces derniers mois, il y a quand même MeToo qui a permis quand même de libérer une vraie parole pour les femmes et de libérer beaucoup de choses et de permettre aussi le recul de choses au niveau du sexisme et de pouvoir faire en sorte que nous, à notre petite échelle, on puisse dire non mais merde, là faut arrêter vos conneries, stop. Ces comportements-là ne sont pas acceptables, ne sont pas tolérables, y compris d'ailleurs dans les milieux militants, mais on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Donc c'est vrai que cette question de comment on fait émerger l'information, un peu maladroitement, et comme on peut, face donc à des médias qui sont toujours plus achetés, Bernard Arnault, Patrick Drahi, tout ça, on peut citer plein de noms. Lagardère. Voilà. Samba. Tout à fait, donc, et où il y en a qui luttent petitement comme des médias comme Reporter, Mediapart, ils sont un peu plus, après c'est controversé, mais bon, voilà. Il y a Mediapart, Reporter, Bastamag qui font de leur mieux. Et puis il y a aussi tout un tas d'enjeux comme ça qui sont sympas. Il y a quelqu'un tout à l'heure, j'espère que quelqu'un va rebondir là-dessus, un truc très sympa qui se passe aussi sur YouTube, donc à surveiller de très près. Voilà. Du coup c'est vrai sur on ne s'entend plus, ça c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que du coup moi je vois vraiment si on voit pas son fil d'actu un jour sur Facebook, on a l'impression qu'on a loupé plein de trucs, plein d'infos. T'as entendu parler de ça et ça a buzzé et tout ça. Et en fait c'est hyper difficile de faire le tri entre toutes ces informations. Tout le monde prend la parole et c'est bien, mais du coup c'est complètement anarchique et des fois on a du mal à un petit peu faire le tri et du coup et aussi il y a quelque chose aussi qui me dépasse
Vraiment, c'est que d'un point de vue militant, on sait même plus contre quoi lutter. C'est-à-dire qu'il y a trop de choses. Enfin, moi, pour reparler des réseaux sociaux, si on suit les pages, moi qui suis aussi végétarienne et militante pour antispéciste, voilà, un moment, puis pour les migrants, et puis les femmes, et puis le nucléaire, et puis voilà, et puis en fait on sait même plus en fait, il y a trop de luttes. Enfin, moi j'étais en Argentine avant et l'expression là-bas c'est hay para luchar, c'est qu'il y a beaucoup de choses contre lesquelles s'élever, et du coup en plus il y a cet aspect-là des choses. Et une rage, une rancœur aussi par rapport aux médias dominants. Enfin, je vois par exemple pour avoir eu pas mal de fois à gérer la communication média au réseau, au réseau Sortir du nucléaire. L'année dernière, on a envoyé 58 communiqués de presse, sur 52 semaines dans l'année. On communique tout le temps, beaucoup. Il y a toujours des catastrophes, des machins, des trucs, des fuites radioactives, des bazars qui se passent. Et en fait, ce qu'on retrouve dans les médias après, c'est peanuts, mais vraiment peanuts. Et en fait, il y a une espèce de dichotomie entre tous ces trucs-là. Il faut lutter contre ça, il faut se mobiliser. Là, ce soir, il y a un rassemblement pour ça, à Place de la République. Ah bah non, moi je vais à celui à Hôtel de Ville et tout ça. Et en même temps, après, ce qu'on voit dans les médias, ça va être un truc qui va buzzer pendant une semaine. Sur un truc des fois même complètement mineur c'est la chocolatine en ce moment. Bref, et c'est vrai que c'est très frustrant. Et du coup, il faut faire le tri et c'est vraiment pas facile. Et je pense que c'est vraiment, pour revenir à quand même Mai68, parce que je vois que c'est écrit absolument partout, c'est vraiment la grosse différence aussi qu'il y a avec le monde d'aujourd'hui, c'est que il n'y avait pas autant de profusion de messages à cette époque-là, et ça, c'est la difficulté aussi, j'ai l'impression qu'on a, nous, dans notre génération, pour faire le tri et se mobiliser, être cohérent, et voilà. Solène. Je suis d'accord avec toi. Tu voulais pas? Du coup, je peux rebondir si Solène tu veux pas. Du coup, sur les réseaux sociaux, justement sur ce que tu dis, moi je pense que notamment, un jour il y a quelqu'un qui m'a dit, au moment des grèves là et des manifs, il m'a dit notre pire ennemi c'est l'héritage de Johnny. Parce que vraiment, si on regardait dans les médias, ce qui occupait les 3/4 des médias, c'était bien de savoir l'héritage de Johnny, où ça allait passer. Et c'est bien parce que, en fait, c'était ça notre ennemi. En fait, l'espace médiatique, il est occupé par plein de choses. Et il y a eu sa mort en plus avant l'héritage, qui a beaucoup occupé. Et en plus, après, il y a eu l'héritage. Et du coup, c'est encore aujourd'hui, là, je suis encore tombée sur un mur d'actualité, là, il y a encore cette histoire de Johnny, quoi. Ça fait combien, 4 mois qu'on y est, quoi. Et c'est bien parce que, du coup, on calque on va supprimer une partie de l'auditoire. Et du coup, pour revenir sur l'autre chose, sur YouTube, moi, je pense que je suis une grande consommatrice de contenu YouTube. La première raison est que quand on habite en milieu rural, pour avoir accès à des débats, à de la culture, des avis divergents, en fait il n'y a plus que Internet, et encore ça rame. Donc si on télécharger le contenu YouTube, en tout cas le faire charger avant de pouvoir le regarder, parce que oui, il y a encore des zones blanches en milieu rural, où on n'a pas accès à Internet. Mais n'empêche que je trouve qu'il y a quand même des choses hyper intéressantes qui s'y déroulent. En ce moment, il y a le hashtag On Déborde, du coup, qui est il y a plein de youtubeurs et youtubeuses qui se sont mis en commun pour avoir un poids plus grand que chacun sur leur chaîne pour parler des questions de médias. C'est notamment à l'initiative de Vincent Verrin qui fait partager, c'est sympa, qui justement est quelqu'un qui va aller sur l'ensemble des luttes, qui va faire des vidéos hyper intéressantes. Nous on les utilise en termes de formation auprès des jeunes parce qu'elles sont hyper bien faites, et puis c'est quelqu'un de tout à fait abordable pour avoir pu discuter avec lui. C'est quelqu'un qui est vraiment intéressant sur ça.
Mais après, il y a aussi Et tout le monde s'en fout, qui va plutôt parler des questions plus psychologiques, on va dire, qui est aussi, enfin en tout cas moi qui fais partie des choses intéressantes. Et après, je trouve que ça a aussi, alors ça c'est plus des trucs, des grands trucs on va dire, mais il y a aussi des trucs assez intimes de gens qui vont, par exemple Léa Baudière, qui fait Cher Corps, qui va venir aller interviewer des femmes sur leur rapport au corps. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans ces luttes-là, des fois, dernièrement, j'ai appris le terme que je ne connaissais pas, d'intersectionnalité. Donc, quand on est concerné par différentes discriminations et qui ne sont pas l'addition de deux discriminations, par exemple, quand on est femme noire, mais bien d'une autre forme de discrimination. Et je trouve que ces médias-là, ils permettent aussi de donner une parole à ces spécificités-là, parce que souvent on a l'impression d'être seul dans cette revendication. Moi, je suis notamment la chaîne YouTube d'une fille bisexuelle et en fauteuil roulant et qui exprime notamment la dernière vidéo sur comment en fait la Gay Pride n'est pas du tout accessible aux personnes en fauteuil roulant. Et du coup ça ramène d'autres questionnements qui, je pense, font avancer aussi les gens dans leur conception de la lutte. Et je pense qu'à un moment donné, comme il y en a beaucoup, moi je suis partisane d'un moment donné il faut choisir. Et c'est très dur, mais je pense c'est dur d'arriver à choisir aussi, mais il faut y arriver parce qu'il ne faut pas être sur tous les fronts. Sinon, c'est difficile. Mais dans les très bons contenus, il y a aussi Osons causer, Professeur Feuillage et Nicolas Mérieux aussi. Donc à consommer sans modération. Je peux rebondir ? Oui. Moi, ce que j'aime bien, ce que tu as rappelé Aline, mais Sophie, tu l'avais dit aussi, c'est que moi je suis très critique sur les réseaux sociaux, comme je vous l'ai dit au début, mais en même temps, c'est aussi des fabuleux outils pour réunir et rassembler. Et pour notre génération, je pense qu'il faut vraiment qu'on ait une vraie réflexion sur comment on s'en sert, au niveau aussi politique. C'est-à-dire que c'est bien de s'informer, de cliquer, etc., mais comment on s'en sert pour construire des communautés, défendre des causes et ensuite passer à l'étape d'après, passer à l'action, retourner soit dans la rue, soit auprès des députés, des sénateurs pour faire du plaidoyer. Enfin, voilà, repenser aussi le politique avec les réseaux sociaux comme première étape d'engagement, mais c'est pas suffisant. Comment on avance ensuite parce que notamment pour moi, ce qui souffre le plus de cette information qui est un peu unidirectionnelle et de l'autre côté très très nombreuse, c'est notre démocratie, c'est notre système politique où en fait on s'exprime tout le temps sur tout, on n'est pas entendu, et en même temps, pour tout ce qui concerne notre société et notre politique, on vote une fois tous les 5 ans, et après on aimerait qu'on ne donne pas trop notre avis, quoi. Et c'est là, je pense qu'on a un vrai travail à faire sur comment on passe de ces réseaux sociaux et de cet activisme en ligne à du concret. Ça fait une bonne transition pour la suite. Du coup, on ouvre... s'il y en a qui ont des questions... En ce mot concret, je vais rebondir sur le... Attends, on va peut-être prendre des tours de parole, comme ça, on va faire comme il faut. Alors, il y a la dame qui avait levé la main en premier. En fait, toutes les luttes, c'est le capitalisme qui les amène. Hein. Donc déjà, il y a un mot qui s'appelle le capitalisme. Il y a aussi quelque chose qui pourrait l'éradiquer, qui s'appelle le salaire à vie de Bernard Friot. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce salaire à vie, mais c'est une perche. Hein, donc je savais que tu allais le placer. C'est sûr. Et il y a aussi, pour faire de l'éducation populaire, donc populaire du politique, il y a les conférences gesticulées. Donc si tu t'as dit quoi dans le sud, tu peux inviter des personnes qui font des conférences gesticulées. Oui, je suis conférencière gesticulée. T'es conférencière. Bonjour collègues. Et donc ça c'est déjà énorme, quoi. Mais réellement le problème c'est le capitalisme, quoi. Et au niveau du féminisme, au niveau de tout ça, c'est ça. Donc je vous invite à vous renseigner sur le salaire à vie de Bernard Friot, réseau salarial. Du coup, il y avait un monsieur à tout à l'heure. Je vais rebondir sur le dernier mot que vous avez dit, qui était le mot concret. Parce que quand on vous écoute dans les différents témoignages que vous faites, les unes et les autres, c'est un mot qui revient pratiquement à chaque fois dans vos interventions. Comme si effectivement vous vouliez être concret. C'est un besoin parce que vous voulez agir et transformer et voir comment effectivement vous y arrivez, mais en même temps, on sent que c'est aussi une limite quelque part.
Enfin, bon, c'est important d'être concret, parce qu'à l'heure actuelle, effectivement, tout est un petit peu mesuré, et c'est bien. Mais en même temps, nous, en 68, c'était davantage, je dirais, des visions, c'était davantage de l'utopie, c'était davantage, il y avait des mots d'ordre à court et moyen terme. Mais disons que où il y a une très grande différence, me semble-t-il, en ce qui concerne les aspirations, les façons de faire, les façons de militer, les façons de transformer la société, c'est effectivement chez vous cette préoccupation d'être concret très rapidement. Je voudrais faire un peu l'éloge de la lenteur. On le fait dans beaucoup de choses, la médecine, la nourriture, et on ne le fait pas dans la com. Et je pense que quelque part, on se fait bouffer par la com et on ressemble à nos ennemis et on ne fait plus que de la com. Et on ne prend plus le temps de penser, de discuter, d'argumenter, d'exprimer sur un temps long, sur des discours qui ne sont pas simplifiés. Et c'est relativement dramatique. Dans les partis politiques, on ne pense plus, ou presque plus. Bon, dans les universités, on le fait encore, mais c'est, entre guillemets, une spécialité. Là, voilà. Est-ce que sur les réseaux sociaux, on peut prendre ce temps, ou est-ce qu'il faut aussi se battre dans d'autres... Bon, ça, bon, elle n'est pas là, je voulais que Marianne Otero participe à votre débat, mais elle avait un rendez-vous qui devait être à 5 heures et qui était déplacé à 6, et du coup, bon, elle ne peut pas être là. Mais je pense qu'elle expliquerait aussi comment, quelquefois, il faut prendre le temps. Faire un film, c'est évident que c'est autre chose que de faire un petit... Bon, voilà, c'est cette question-là, moi, que je vous pose. Comment concilier les deux? À la fois être présent, à la fois répondre, mais en même temps garder le temps et trouver les moyens d'expression de choses qui nécessitent forcément un temps plus long. Je peux me permettre? Je sais pas s'il y a une réponse à ça, mais moi j'ai une question. Est-ce que l'urgence sociale et climatique nous laisse le temps là? Moi c'est une vraie question là, pour le coup. Je réponds par une question. Moi je te répondrais dans l'autre sens, parce qu'elle ne nous impose pas de penser très vite à un certain nombre d'alternatives qui ne peuvent pas être simplement la réponse au tac à ce que sort l'ennemi, sans avoir la construction d'une stratégie et sans avoir la construction d'un futur dont les gens sont en manque. Je voulais revenir sur ce qui est dit sur les réseaux sociaux. Alors c'est vrai que c'est quand même un outil qui est très pratique, qui permet de toucher beaucoup de monde. Il ne faut pas oublier qu'il y a derrière, c'est que la plupart des réseaux sociaux qui sont couramment utilisés, la parole qui circule dessus est avant tout un outil monétaire. C'est-à-dire que les réseaux sociaux ne sont pas là juste pour permettre aux gens de mieux communiquer, ils sont là avant tout pour permettre aux gens de mieux consommer de la publicité. C'est principalement ça le but. Ce qui fait que du coup, on se retrouve avec une parole militante qui tourne en circuit fermé, puisqu'elle est présentée aux gens qui sont déjà en accord avec ça, et elle est totalement invisible aux gens qui ne sont pas, qui tournent dans d'autres cercles. Ce qui fait que, on rejoint du coup le constat qui a été fait déjà un petit peu avant, c'est-à-dire que malgré ces outils-là, ça ne permet pas de se répandre aussi facilement que ça devrait pouvoir le permettre en tout cas. Voilà. Oui, je voulais revenir aussi sur la revendication du concret. Vous en avez parlé juste après avoir évoqué le fait que, je cite, on vote tous les 5 ans et puis entre-temps on nous demande de nous taire. Mais il est un niveau d'intervention politique, hautement politique, qui peut donner lieu à une action concrète tous les jours. C'est le niveau municipal. J'ai été étonné de ne pas entendre le mot à un moment donné parce que c'est quand même un lieu d'intervention où l'on peut tout aussi bien se heurter au capitalisme au jour le jour. La promotion immobilière, c'est le capitalisme pur jus. On peut se heurter au problème de la démocratie, l'absence de démocratie dans les municipalités et les maires autocratiques, c'est tous les jours, etc. Donc voilà, c'est une question. Est-ce que c'est un niveau qui vous paraît
pertinent. Il apparaît, à ma connaissance, pas dans les réseaux sociaux. Je reconnais que je n'en suis pas un grand partisan. La preuve, c'est que chocolatine, pour l'instant, moi, ça ne me dit rien. Ce qui ça va venir. Ça va venir. Qu'il y a un degré Pendant 3 d'appétence, jours et puis c'est bon. il y a un degré d'appétence qui parfois confine à l'addiction, c'est que du coup, j'aimerais bien savoir. Mais bon, c'est une anecdote. Voilà, la question, c'est celle-là, c'est le concret au niveau où on peut l'atteindre. Parce que, évidemment, là aussi, il y a des élections tous les 6 ans. Mais entre-temps, les associations citoyennes, les interventions politiques ou associatives locales peuvent tout à fait intervenir sur les choses, sur le cours des événements et sur des décisions. On a des exemples tous les jours. Ce sera la dame et puis après on va penser. Oui, moi j'ai l'impression, quand on parle de réseaux sociaux, j'ai l'impression d'être sur une autre planète. Bien sûr, j'ai une fille qui va sur les réseaux sociaux, mais je crois qu'effectivement, enfin, moi j'ai bientôt 70 ans, et 68, oui, bien sûr, mais c'est un monde, moi, que j'ignore totalement. Je sais que ça existe, ma fille s'en sert, mais je suis pas du tout branchée là-dessus, quoi. Enfin, donc, il y a un monde, quoi, entre les générations, il faut quand même être réaliste. Même si sur le fond on peut avoir des idées communes, mais dans la façon de militer ou il y a une grosse différence. Hein. Et dans la communication aussi. La fille a fait de la communication, je suis complètement paumée. Hein. Donc, ceci dit, je ne pense pas qu'il y ait de grosses différences d'appréciation du monde et de capitalisme, par exemple. Mais là, je crois qu'il y a vraiment, d'une génération à l'autre, et bien voilà, vous êtes une génération, et moi j'ai vraiment l'impression d'être une autre génération, vraiment, avec 50 ans d'écart. Il y a plusieurs choses, alors peut-être je vais prendre la dernière parce qu'elle est plus fraîche. Merci. Ouais, il faudra qu'on se rappelle des autres alors. Non, mais je Toi, j'ai un ouais, moi aussi j'ai noté. Sur le problème de l'intergénérationnel, moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup découvert au MAN, parce que c'est un mouvement qui a plus de 40 ans maintenant, voilà, qui a été créé en 1974. Donc, ouais, plus de 40 ans, 1974, donc je vous laisse faire le compte. J'arrive pas à compter et parler en même temps. Mais du coup, on a des militants vraiment de tout âge et de générations très variées. Et moi, j'y travaille notamment, donc je suis chargée de la com. Et c'est un vrai challenge de toucher à la fois les jeunes, parce qu'on essaye de les engager dans le mouvement et de renouveler, parce que sinon le MAN va disparaître avec ses militants fondateurs, ce qu'on trouverait dommage pour la non-violence en France. Et en même temps, tous les anciens, ils sont là, ils sont actifs et ils ont plein de choses à nous apporter, justement de la réflexion, de la pensée. Et en fait, ce côté intergénérationnel nous impose de la lenteur, comme tu disais Xavier tout à l'heure, de prendre le temps d'échanger ensemble à travers des outils qu'on a tous, sur lesquels on peut se retrouver. Et ça, c'est très très important, je pense, et aussi sur comment on s'apporte mutuellement des choses sur les formes d'engagement. Moi, j'entends beaucoup des deux côtés. Du côté des jeunes, oui, mais ça va pas assez vite, on n'avance pas, on veut du concret. Vraiment un truc de notre génération, je pense. Et puis, du côté des plus anciens, où vous allez beaucoup trop vite, on comprend rien, vous cliquez partout, mais en fait, après, on vous voit pas aux manifs, enfin... Voilà. Et du coup, ça nous oblige vraiment à faire ce travail de co-construction et d'inventer des nouvelles formes d'engagement, en fait. Et c'est ça que moi je trouve vraiment très très riche dans un mouvement intergénérationnel comme ça. Voilà, ça c'était ce point-là. Sur la municipalité, parce que du coup c'est moi qui ai parlé de concret à la fin. Moi ça m'interpelle bien votre réaction, parce que c'est vrai que je pense que c'est quelque chose auquel je pense même pas forcément. Alors peut-être, tout d'abord quand je vous ai entendu, je me suis dit, est-ce que c'est une désillusion vis-à-vis du politique, ou en fait pour moi toute la sphère politique a
un peu perdue. J'y crois plus trop. Mais je pense que j'ai un peu tort parfois. Et aussi, j'ai aussi réalisé qu'en 8 ans, j'ai déménagé 5 ou 6 fois. Et que ça m'aide pas. Et alors vraiment aux 4 coins de la France. Et du coup, c'est difficile dans ce cadre-là de se dire je vais m'impliquer dans une équipe municipale, dans les projets ultra locaux. Parce que je suis d'accord que la dimension locale, c'est vraiment très important. Et on ne peut pas penser le global sans le local, ni le local sans le global. Mais c'est vrai que voilà, en bougeant tout le temps, c'est très compliqué de se dire je vais m'engager là et en fait dans 6 mois ou dans 9 mois je suis ailleurs. Donc, mais ça m'interpelle vraiment. Je vais rebondir sur la question de la municipalité. Mais après moi c'est parce que je fais partie d'une formation politique donc je suppose que ça joue. Mais c'est un déchirement pour moi d'être là ce soir. Puisque la France Insoumise comme je l'ai dit au début. Parce qu'en fait normalement ce soir je devrais être au conseil municipal en train d'écouter le maire de ma commune expliquer qu'il va vendre un terrain à demi-tarif à un lycée privé. Donc j'aurais voulu être là pour en dire un petit mot ou lui en dire un petit mot à la fin ou voir un petit peu s'il n'y a pas moyen d'en discuter. Bon c'est sûr qu'au milieu du conseil municipal c'est compliqué. Donc oui il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau municipal, on n'en a pas parlé. Mais effectivement c'est là qu'il faut commencer à faire bouger les lignes et dès tout de suite en fait. C'est pour ça du coup j'en profite sur la question de prendre le temps, ça me permet de faire une transition, puisque c'est important de prendre le temps de discuter les choses de fond, etc. Je suis entièrement d'accord. Le problème c'est que là où je suis pas d'accord, c'est que l'urgence écologique elle est là, mais vraiment genre là, maintenant, tout de suite. Et on n'a plus le temps d'attendre de savoir si on peut déborder sur la ligne rouge ou pas. Et que ce soit sur le plan écologique, et là avec Macron c'est sur le plan social aussi que ça se joue. Ça se joue même puissamment, hein. Donc Donc après à partir de là il y a quand même beaucoup de choses aussi à voir. Il faut discuter du fond, c'est important, mais il y a un moment donné il faut que le fond, il faut vraiment qu'il se traduise vraiment en concret. Et ça peut passer par le biais de monsieur qui est disparu, par le biais du municipal, mais aussi par d'autres choses. Donc oui, il faut penser le temps, mais il faut aussi le penser parfois aussi un petit peu à court terme et de façon très pratique. Donc voilà, je pense que ça fait bien le lien entre les deux. Alors, pour prendre en vrac, la question intergénérationnelle. Moi, j'avoue qu'à travailler dans une asso où on a tous moins de 30 ans, cette question-là, elle est assez difficile à travailler. Ça va faire maintenant 4 ans que je travaille là-dedans, voire bientôt donc 6 ans. Et il y a quelque chose où, du coup, on est quand même toujours en perpétuel re-questionnement. On a nos modes, même si on est différents, parce qu'on vient d'endroits différents, on est quand même dans une génération assez similaire. Bien qu'en fait, ils commencent aussi à avoir des fossés générationnels avec les plus jeunes. Moi, je me suis complètement dépassée. Là, j'ai commencé à me mettre à Snapchat. Je veux dire qu'il y a un décalage aussi de génération de plus en plus aussi entre... ça va très vite. Les nouvelles technologies vont faire passer d'une génération à une autre de manière très rapide, qu'il y avait moins avant. Et du coup, je pense qu'il y a des choses à travailler. Et du coup c'est à ça que je relierai la question de la municipalité. Nous on y travaille beaucoup en milieu rural parce qu'on a la chance d'avoir une proximité plus facile avec la municipalité. Le maire c'est souvent l'agriculteur du coin ou en tout cas c'est pas quelqu'un qu'on n'a jamais vu parce qu'il vit pas du tout dans les mêmes quartiers ou dans les mêmes endroits que nous quoi. Mais en même temps, aujourd'hui, la municipalité ne laisse pas la place aux jeunes et des jeunes qui n'ont pas une formation hyper poussée. C'est vraiment une sinécure d'aller déjà entre personnes adultes assez âgées, il y a déjà des gens qui s'écoutent pas. Alors quand on est jeune, qu'on se sent pas légitime, c'est hyper dur quoi. Et nous, on travaille à ça notamment, mais pas pour que des gens intègrent les municipalités, parce qu'aujourd'hui, les mentalités sont pas prêtes, vraiment. Mais plus sur comment, en fait, ils arrivent à exprimer des avis et ils aillent porter leur avis devant le maire ou des trucs comme ça. Mais plus, eux, comment ils se construisent entre eux de manière autonome et après, ils vont porter leur avis. Parce que sinon, pour nous, il y a trop de bis-bis qui se passe et du coup on a envie aussi que les jeunes ils soient souverains de leurs décisions. Après c'est pas pour ça que, on a quand même aujourd'hui au MRJC beaucoup de jeunes qui s'engagent à la suite
dans des municipalités ou voir qu'ils deviennent maires et tout ça, parce qu'on a bien sûr une formation politique. Mais du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi quand j'entends parler du conseil municipal de mon village de 2000 habitants, c'est pas possible quoi. Enfin, c'est pas possible. Et du coup, en effet, et après je reprends la parole sur le fait qu'en fait on bouge tout le temps. Ouais, du coup, on se pose pas avant nos 30 ans, et du coup, c'est pas possible de s'engager sur des combats comme ça. Et du coup, la dernière chose que je voulais dire, ah oui, sur le fait de ralentir. Nous, au MRJC, on a des temps qui s'appellent « Dépêchons-nous de ralentir ». Alors, c'est un peu humoristique dans le sens où on est toujours en lutte, c'est bien, on revendique des trucs, on se forme, on fait des camps, on fait tout ça. Mais il y a aussi besoin, nous, le temps, on le voit aussi comment nous-mêmes, on arrive à prendre conscience de nos propres limites, et du coup, ça fera le lien avec la suite. Mais les dépêchons-nous de ralentir, c'est vraiment ça, c'est comment on travaille. Alors, nous, c'est pour certains avec le côté catholique et d'autres sur le côté juste spirituel, mais comment on se re-questionne dans sa place dans la société, sa place et tout ça, mais plus... Et par exemple, nous, tous les temps qu'on fait, toutes les réunions, tout le temps, il y aura 1 heure. Alors, c'est toujours le truc qu'on veut faire sauter, mais on se tient, on ne veut jamais le faire sauter. Juste 1 heure où on se pose. On arrête de parler de grands débats et de grandes actions, mais juste, on arrête le temps et on se pose des questions très simples. On va lire un texte, on va essayer de voir comment ça fait appel à nous et tout ça. Et je pense qu'il y a des trucs qui sont importants aussi pour arriver nous-mêmes à être en accord avec nos luttes. Parce que des fois, on le disait, on peut être de toutes les luttes, surtout je pense qu'on est toutes un peu hyper impliquées dans plein de trucs, et des fois on peut ne plus trop s'écouter, et du coup c'est important aussi d'aller questionner des trucs de fond aussi, de pourquoi on fait ça aujourd'hui quoi. Et, voilà. Il va falloir passer à la deuxième partie. Je suis gardienne du temps. Merci. Du coup, il y avait une main qui se levait. Ouais, si vous voulez passer à autre chose, je voulais juste dire à propos de la dernière intervention, je ne visais pas, disons, l'accès à un poste municipal, etc. Je parlais bien de l'action collective pour influencer sur des décisions, contester des décisions, etc. C'est-à-dire quelque chose, des aspects collectifs dans la gestion, dans la vie, non pas municipale, mais de la commune. Et en ce qui concerne les changements, de résidence, avant 30 ans, vous savez, 30 ans, ça vient vite. Oui, carrément, ouais. Je suis pas très loin. Mais c'est plus, je pense qu'il y a quand même... Vous m'en parlez pas, je vais les toucher chez toi. Il y a quand même des choses, je pense qu'il y a quand même des choses à travailler avec les municipalités sur comment ils laissent aussi la place aux jeunes, en fait, et oui, plus globalement. Par exemple. Et c'est vrai que ça m'interroge aussi beaucoup quand on enlève... c'est plus... Solène Non, on n'a pas fini, il nous reste encore 30 minutes. Oula, oui, on a encore. Vous allez encore nous entendre parler. C'est passionnant. Voilà. On est là pour ça. Qui c'est qui veut lancer sur le deuxième? Qu'est-ce que c'est la deuxième partie au niveau de la maintenant? En gros, l'idée c'était de voir, donc là c'est la parole un peu dans la société, et après c'était au sein du groupe, donc un peu dans nos organisations, notre milieu militant, comment est-ce que on fait émerger la parole, et comment certains prennent la parole, et comment on s'assure que tout le monde puisse s'exprimer aussi. Et Non, c'est une question, puis je vais en être le parfait exemple. Est-ce qu'il y a encore un problème de machisme? Ouh fallait pas nous lancer. Ah non, là, c'est foutu là. En même temps, toi, t'as vu tous les rushs, et apparemment c'est beaucoup, enfin les rushs des vidéos, et apparemment on s'est beaucoup exprimé là-dessus. Oui, apparemment. C'est vrai que, il y a ce... on va pas tout de suite pointer le négatif, si peut-être, allez, vas-y, tu nous as lancé. Non, c'est vrai que moi j'ai été assez étonnée en fait, peut-être que je voyais un peu le milieu associatif, écologiste, d'une manière un petit peu angélique,
Et je me suis très rapidement heurtée, alors complètement différemment de toi, Lynn, qui est un milieu très jeune. Moi, je suis encore aujourd'hui la petite gamine, Fifi, la petite, quoi. Je vais bientôt avoir 30 ans, mais je suis encore la plus jeune de mon organisation, dans plein de groupes où je me rends, parce que du coup, je suis chargée de mobilisation et je me balade partout en France, à part à Bure, donc sur le front de l'Est. Je suis la plus jeune de partout. Et en plus, c'est plutôt un milieu qui est masculin. Et du coup, c'est vrai que je me suis très très vite heurtée à... J'ai remplacé quelqu'un qui était avant chargé de mobilisation et qui était un homme et qui approchait de la... il avait à l'époque 45 ans. Et du coup... tout de suite, on m'a bien fait comprendre que j'allais pas leur apprendre la vie, qu'organiser une manif, ils savaient faire, que j'essayais de les accompagner pour, avec mon côté un peu plus jeune, du coup, pour une meilleure communication, pour faire des affiches un peu plus, qui parlent un petit peu plus, des petites choses comme ça. Et tout de suite, c'était, non mais tu vas pas nous apprendre la vie. Nous, on sait faire. Moi, j'ai fait Malville en 71. Ah, d'accord, ok, d'accord. Et du coup, ça a été vachement violent, en fait. Pour moi, au début, j'ai vraiment mis beaucoup de temps à prendre ma place et à ce que je puisse m'exprimer aussi au même titre que les autres. Et du coup, ça a été vraiment pas facile. Ça a été vraiment pas facile. Et si on regarde encore actuellement au réseau Sortir du nucléaire, on a un conseil d'administration de 18 personnes. Il y a 3 femmes. En réunion, souvent, moi, à un moment donné, j'ai dit « Stop, on arrête !» C'est qui est en train de prendre les notes à chaque fois? C'est les femmes. À chaque fois, c'est les femmes. Et elles se mettent derrière les ordinateurs et elles ne prennent pas la parole. Et à chaque fois, on est obligé d'aller les chercher. Et du coup, c'est vraiment quelque chose auquel il faut vraiment veiller. Ouais. Il faut qu'on soit tous conscients de ça, que c'est pas facile. Et du coup, la parole, si elles veulent l'apprendre, elles ont qu'à l'apprendre. On n'empêche personne. Non. Mais non. C'est pas si simple, en fait. Non. C'est vraiment pas si simple. Et tout à l'heure, tu disais, il y en a qui en plus cumulent, être femme, handicapée, d'appartenir à n'importe quelle minorité, c'est pas facile. Et en plus, quand on cumule un petit peu tout ça, moi c'était être femme et être jeune, franchement c'est pas simple. Et du coup il faut s'affirmer, il faut des fois montrer un petit peu les dents, et du coup c'est vraiment pas simple. Mais du coup, je pense que ça, c'est quelque chose à faire passer partout dans nos milieux militants, que c'est quelque chose auquel il faut qu'on veille tous. C'est très important. C'était un petit retour d'expérience. Justement, je peux rebondir ? Des rebonds, on fait que de rebonds. Mais rebondissons. Non, là où je pensais, c'est que c'est vrai que c'est pas facile du tout de rentrer dans les milieux militants comme ça, surtout que quand on est une femme, et en ce qui me concerne, qu'on fait la taille d'un repose-coude, c'est clairement pas évident. Par contre, tout est possible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on pose son terrain, tout est possible. Alors par contre, le problème, c'est qu'il faut ouvrir sa gueule, il faut subir des réflexions, il faut apprendre à se faire respecter. C'est pas évident. Et après, une fois qu'on a passé tout ce merdier-là, il faut aussi ouvrir la parole aux autres femmes qui ont des difficultés à le faire. Et à partir de là, il faut essayer d'être un peu justement concret. On parlait de concret tout à l'heure. Donc voilà, par exemple, moi je les connais par cœur. Arrêtez les discours de militants cégétistes qui durent 25 minutes comme ça, à dire non, t'as 3 minutes, tu débats pas pendant 107 ans, tu vas dire 3 minutes et puis tu vas laisser les autres parler. Autre chose que j'ai fait beaucoup en réunion, c'est les tours de parole. Je prends les tours de parole. Ok, vous êtes 5 mecs, vous êtes 2 filles. Toi tu vas passer d'abord parce que t'es une fille. Voilà, c'est comme ça. C'est réglé. Hop, c'est marre. Parce que c'est pas évident pour nous justement de prendre la parole, puisque le thème c'est prendre la parole. Et c'est vraiment pas quelque chose d'évident, et pour beaucoup de femmes, elles s'auto-censurent assez vite. Oui, mais ce que je vais dire, ça a déjà été dit. Oui, mais ce que je vais dire, c'est pas plus intelligent. Mais non, c'est pas plus intelligent que ce que dit Bernard. Non, t'inquiète pas, ça c'est pas... Voilà, il n'y a pas de souci.
Et en plus, je veux pas taper méchamment, mais le côté intergénérationnel, il est difficile aussi parce que c'est des milieux qui sont très masculins. Il y a quand même des messieurs qui ont un certain âge déjà, voilà, qui viennent et qui vont tout nous apprendre, alors qu'en fait, on a des choses à apprendre d'eux, de fait. Hein. Mais ils ont aussi beaucoup de choses à apprendre de nous. Et ils ont aussi beaucoup de choses à apprendre des femmes en général, peu importe leur âge, puisque du coup, on a une approche différente aussi des choses de par notre vécu de la société. Et ça, c'est super important aussi de le mettre sur la table. Parce que si on veut que le message il soit audible dans la société de façon générale, du coup je reviens au général, il faut quand même aussi pouvoir s'adresser à tous et surtout à toutes. Parce que apparemment on est majoritaire, hein, on est 51%, je crois, ou 52%, je sais plus. Donc ce serait quand même bien, si on veut faire voter les gens ou les faire basculer dans l'action, de les faire basculer elles aussi dans l'action. Et pour ça, il faut aussi pouvoir s'adresser à elles. C'est pour ça qu'il n'y a pas de petite bataille, y compris en réunion militante. Tes gestes déplacés, tu les gardes pour toi, tes mains, tu les gardes dans tes poches. Tes paroles de merde, tu les gardes dans ta bouche. C'est terminé. Ça, c'est un truc, moi, je tire à vue. Hein. Maintenant, c'est réglé comme ça. Mais du coup, honnêtement, concrètement, ça fait du bien, déjà. Pour les femmes, ça fait du bien. Et pour les messieurs, ça leur fait du bien aussi. Donc voilà. Je peux ? Ouais. Moi je me retrouve dans ce que vous dites dans le monde associatif, et je pense que la surprise est encore plus grande dans ce monde associatif. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait ce machisme, il y ait ce combat à avoir en tant que femme pour prendre la parole ou être juste pris au sérieux déjà. Ça je retrouve, mais je voudrais aussi avoir un témoignage un peu différent, c'est-à-dire que moi j'ai toujours été très timide. Enfant, moi j'ai grandi dans une fratrie de 4 avec 3 grandes gueules, on va dire. Donc moi j'étais plutôt celle qui était silencieuse, et dans mes études aussi. Puis un jour je suis arrivée au MAN, et ce qui est bien au MAN, c'est qu'ils essayent de fonctionner avec les valeurs qui prônent à l'extérieur, donc avec des valeurs de non-violence. Et ça m'a fait un bien fou, où dès la première réunion, on m'a demandé plusieurs fois ce que j'en pensais, où les femmes prenaient autant la parole que les hommes, et ça fait 3 ans que j'y suis, hein, et je regrette rien. C'est un fonctionnement où vraiment, moi j'ai complètement pris confiance, j'aurais jamais fait un débat pareil avant. Maintenant je sais que mon opinion elle a de la valeur, que je peux autant m'exprimer que n'importe qui, de n'importe quel âge ou de n'importe quel sexe. Et ça c'est vraiment, je pense, une force qu'on a dans ce mouvement, et qui est une force de la non-violence. Et j'essaie de me demander pourquoi, et je pense que c'est notamment lié aux techniques qu'on essaye de mettre en place, avec des rôles qui tournent, justement des prises de parole d'animation, avec une bienveillance qu'on se redit et qu'on remet en place bien à chaque fois. Et puis aussi avec les signes, je sais pas si on est 2-3 à avoir fait des gestes un peu de main, parce que c'est des réflexes pour nous. Où au lieu de reprendre la parole pour dire la même chose que 3 personnes ont déjà dit et qu'en fait on est tous d'accord, quand quelqu'un dit quelque chose qu'on aime bien, on fait ça. Si on est complètement en désaccord, voilà, ça... Enfin, forums sociaux. Voilà, il y a en fait des forums sociaux, dans les indignés, dans le Nuit debout, enfin... C'est quelque chose qui se répand énormément et qui en fait facilite considérablement les prises de parole. Et donc avec tous ces mécanismes-là, ces petits trucs, on peut vraiment complètement changer l'atmosphère, et du coup aussi que chacun prenne confiance tout seul. Enfin moi on m'a pas non plus poussé, mais quand la confiance est là et la bienveillance est là, finalement on trouve sa place, et on peut s'épanouir aussi. C'est ça. Et surtout, pour moi, c'est très lié dans les groupes, la prise de parole à la prise de pouvoir. Du coup, dans d'autres collectifs ou dans d'autres mouvements, ça m'a fait un peu un choc, du coup, la différence. Où en fait, vraiment, la parole, c'est le cœur du pouvoir dans le groupe. Et ça, c'est vraiment très très fort. Donc voilà. Romantisme. Ça fonctionne avec la CNV ou ça n'a rien à voir? La CNV, oui, c'est une communication non violente. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une dimension importante de la non-violence qui est Après, on ne parle pas toujours en communication non violente, hein, on est des êtres humains. Et ce qui est bien en MAN, c'est qu'on a aussi des conflits, hein, des tensions comme tout le monde, mais on essaye d'y faire face avec des process qui permettent d'avancer différents. Voilà. Et la communication non violente, c'est un des outils, effectivement. Moi je viens d'une organisation qui est majoritairement féminine, donc j'ai pas trop de ces problèmes de machisme, mais c'est plutôt bienveillant. Mais voilà, je suis confrontée au même problème. J'ai été longtemps
la petite. Et c'est vrai que c'est un peu aussi difficile de trouver sa place, mais voilà, moi, j'ai pas l'impression d'avoir des empêchements institutionnalisés à prendre la parole. Après, pour parler justement de la parole, je viens aussi d'une organisation où on fait, entre guillemets, on défend les droits de personnes. Enfin, moi, par exemple, je suis pas étrangère, je suis française et je défends les droits des étrangers. Et voilà, par rapport à la parole, c'est quelque chose, enfin, je sais pas, peut-être on peut débattre aussi ici, mais comment on fait pour laisser aussi la place aux gens qu'on défend. Enfin, après, il y a toutes sortes d'associations, mais moi, je sais que par exemple, je défends pas mes droits directement, mais les droits d'autres personnes. Et c'est souvent une question que je me pose. Comment on fait pour laisser la parole aux gens qu'on défend, pas faire à leur place en fait, essayer de les intégrer. Ça c'est une question que je me pose souvent parce que c'est aussi un reproche qu'on nous fait beaucoup, que au Justier, je sais pas pourquoi, c'est assez fortuit, il n'y a pas beaucoup d'étrangers eux-mêmes qui participent à nos actions. Voilà, c'est aussi une question que je me pose par rapport au fait de prendre la parole pour d'autres. À quel moment on a la légitimité aussi de dire ce qui est bien ou pas bien pour les autres. Après, nous, on défend quelque chose d'assez objectif qui est le droit. Donc voilà, on essaie de faire respecter le droit et c'est pas forcément faire à la place des autres, mais voilà, enfin, je sais pas, je pose la question comme ça parce que c'est quelque chose qui me vient là, mais je sais pas, ça va être... Et c'est une très grande question. Oui, mais il y a du coup, sur cette question plus globale, sur la question, je pense que en fait, dans l'association de l'EMRJC, je pense qu'il y a eu beaucoup de garde-fous qui ont été travaillés pour notamment limiter les questions d'oppression, en fait, quelles qu'elles soient. Notamment, nous, on a un système qui peut limiter en partie, c'est la question des interpellations. Alors comme ça fait un peu très police, mais les interpellations au MRJC, c'est en fait, on écrit un courrier à quelqu'un qu'on veut proposer à une place. Soit en tant que bénévole, soit en tant que salarié. Mais notamment, nous, ça nous permet de lutter contre un peu quelque chose où on est un peu... les gens qui sont attirés par le pouvoir, c'est un peu toujours les mêmes. Et du coup, amener au pouvoir, parce qu'aujourd'hui, en étant salarié du national, en fait, j'ai un pouvoir. Enfin, ça ne sert à rien de le nier. Par exemple, avec les administrateurs nationaux qui sont bénévoles, j'ai quand même un pouvoir parce que moi, j'y passe ma vie, ma journée à travailler dedans. Et du coup, en fait, moi, tout simplement, je n'avais aucune perspective de venir à Paris. Voilà, j'avais mon projet personnel et tout ça. Et j'ai reçu un courrier où on m'a dit « Aline, on a envie, donc j'étais salariée locale, on a envie que tu occupes un poste national. » Au début, j'ai dit vous trembez, quoi. Pourquoi je suis légitime à venir représenter le MRJC national ? Moi, j'ai fait un peu ce que je pouvais, mais bon, voilà, j'y connais pas grand-chose. Et après, ça a fait son chemin, j'ai accepté cette proposition. Et en fait, ça nous permet d'avoir aussi, de travailler... nous, au MRJC, on est quand même assez contre la parité. Plus parce que, pour nous, la parité, c'est un moyen, c'est pas une fin en soi. Donc, quand on va interpeller... C'est toujours été. Voilà. Oui, mais des fois, c'est pour certains, des fois, c'est un peu. J'ai déjà entendu des organisations qui m'ont dit qu'ils étaient à plus que la parité. Alors, ça me pose question. La parité, c'est l'égalité. On ne peut pas être à plus que la parité. Mais du coup, c'est comment, en fait, on est veillant à ça. Et puis, en fait, c'est tout le début. Nous, on travaille du coup avec beaucoup des jeunes en camp qui vont avoir 13 ans. Là, en ce moment, on est en train de travailler sur comment en camp. On forme les animateurs à pas dire il faut porter les bidons d'eau, où sont les gars, quoi, par exemple. C'est des trucs tout bêtes, en fait, ça part de rien, mais c'est comment, en fait, dans l'éducation au quotidien, on vient questionner ces questions pour notamment limiter les questions de ne se sentir pas légitime. Et là, c'est assez récemment, mais on a soulevé des questions dans notre structure nationale, parce que même si on essaye de travailler beaucoup avec ça, en fait, il y a quand même des questions d'oppression.
Et nous, on les a limités. Il y en a plusieurs qu'on a essayé de cibler. Pour nous, il y a l'oppression de genre qui est souvent citée, mais il y a aussi l'oppression d'études, en tout cas de niveau d'études. C'est-à-dire quand on utilise des concepts, enfin tout à l'heure, Marie l'a très bien fait, on a dit CNV, de suite tu as dit communication non violente. Le fait d'utiliser des concepts, d'utiliser des mots, et bien en fait, quand on ne comprend pas, la personne elle va avoir dit 4 mots qu'on n'a pas compris dans la phrase, on va jamais prendre la parole par la suite parce qu'on va se dire ah non mais là je peux pas, enfin, quelqu'un va trop loin, je sais pas légitime. Et du coup on a listé ça, on a listé les questions de durée d'engagement dans l'association, de durée d'engagement national aussi, et du coup on a essayé de comptabiliser parce qu'en fait au début on était beaucoup basé sur des ressentis personnels. Oui, moi des fois j'arrive pas à parler, je me sens pas légitime, mais ça reste sur du vécu et c'est compliqué. Et du coup on a décidé de compter. C'est très con, mais en fait de compter qui prenait la parole, combien de temps, qui avait les 2 premières prises de parole ou les 2 dernières prises de parole, qui était cité, comme là on le fait souvent. Oui, ben moi je suis d'accord avec Marie parce que, voilà, combien de fois Marie a été citée dans ses retours et combien de personnes a dit au début je suis pas très sûre, c'est pas très clair dans ma tête, voilà, par exemple. C'est des trucs très cons, mais en fait, on a essayé, donc là on est au tout début de ce travail-là, mais après l'idée c'est de comparer ces chiffres avec différentes des caractéristiques. Moi je suis une femme, j'ai déjà été en local, je suis salariée, enfin voilà, j'ai des différentes échelles, et voir vraiment numérativement, est-ce que c'est cyclique ou est-ce que c'est juste un truc pas cyclique en fait, il y a un truc qui revient pas régulièrement, ça dépend des temps et tout ça. Et je pense qu'il y a des trucs comme ça à travailler sur comment on fait groupe en fait, et je pense que plus on arrive à s'écouter dans un groupe, plus tout le monde se sent légitime, plus fort on sera pour porter une position là dans la société quoi. Et notamment on a parlé des questions de vocabulaire quoi. Enfin, les gens il faut qu'ils soient légitimes alors nous on n'est pas avec des comme ça, nous on est avec des cartons de couleurs, donc c'est jaune, vert, voilà. Et notamment dans le carton bleu, et le carton bleu c'est je veux poser une question, et ne pas hésiter, même s'il y a 4 mots que tu n'as pas compris dans la phrase, tu lèves 4 fois le truc bleu parce qu'il n'y a pas de question que ce soit relayé. Et la dernière chose, je pense un peu en conseil, c'est comment dans les débats au tout début on arrive à raccrocher toutes les personnes à ce débat-là. Des fois on a des grands débats, des fois surtout dans les organisations nationales qui peuvent des fois être un peu pompeux, un peu fumeux. Mais comment en fait au tout début, par exemple l'autre jour on faisait un temps sur l'agriculture en général, c'est quand même hyper large, et il y a des gens qui... la première question c'était quelle est la dernière fois que tu as rencontré un agriculteur ou une agricultrice, même si c'était il y a 2 ans, et de quoi vous avez parlé. Et juste par ce truc qui a duré 10 minutes, tout le monde s'est senti légitime après de prendre la parole et d'aborder la question de l'agriculture. Et je pense qu'il y a des petits conseils comme ça, autant sur la CNV, enfin des trucs qu'on vient de citer, sur comment on arrive à embarquer tout le monde quoi. Parce que ça sert à rien que les grandes gueules elles prennent le pouvoir, hein. Ça fait pas avancer. C'est quoi la question que tu me poses? Quelle est quoi? Ben en fait c'est juste comment tu poses une question, une toute petite question, et pour rapprocher les gens à leur vécu, à la situation. D'accord. Je sais pas, c'est sur la politique on va dire quand est-ce que c'est la première fois que tu t'es senti lutter. Mais ça peut être contre tout et n'importe quoi, mais juste voilà, une petite phrase pour juste se sentir légitime à aborder parce qu'on est concerné. Enfin, on nous a rappelé quand on était concerné. Parce qu'on l'est tous, mais des fois on l'oublie. Il y avait une question, monsieur. Oui. J'ai été intéressé par cette notion de sollicitation écrite pour souhaiter avoir des personnes nouvelles qui montent dans des appareils d'élection. C'est très bien. Et le mot de « on » a été prononcé. Qui sollicite? D'où vient la sollicitation? C'est ça qu'il est intéressant aussi de savoir. Est-ce que cette sollicitation provient d'une délibération tout à fait collective, d'un criblage à un certain niveau? Voilà, il n'y a pas... La sollicitation écrite, c'est mieux effectivement que 3 mots dans une oreille au détour d'une réunion, mais le phénomène de pouvoir, il existe aussi au niveau de qui sollicite qui.
Oui, tout à fait. On est dans la cooptation, c'est ça? Donc, quand on fait monter les gens qu'on a envie de voir au pouvoir. Ça s'appelle cooptation. Et tout dépend qui coopte. Ouais. Et du coup, nous, on a un peu deux systèmes pour contrebalancer l'un au deuxième. Pour ce qui est des salariés nationaux qui sont élus, ça va être les administrateurs, donc les bénévoles nationaux et les salariés nationaux qui vont donner des noms. Chacun, personnellement, on va venir donner des noms. Potentiellement, tout le monde ne va pas le connaître, donc je vais vous expliquer un peu son parcours. Et après, on va voter. Et du coup, ça va être plus quelque chose de descendant. Et pour les administrateurs bénévoles, c'est les gens en local qui vont choisir un représentant dans leur lieu. Et du coup, ça s'équilibre un peu. Comme ça, il y a quand même toujours du contre-pouvoir de la part des gens du local et des gens du... Enfin, voilà. L'idée, c'est d'équilibrer. Et en fait, nous, on est 20 dans le CA national. On n'est jamais tous d'accord. Et c'est bien comme ça qu'on arrive aussi à ramener des gens différents dans notre structure, quoi. Et voilà, pour répondre à un succès. Je peux rebondir là-dessus. Ça m'interpelle aussi cette sollicitation écrite, et nous on a fait une réflexion sur démocratie participative et non-violence qui est en cours. Et il y a l'élection sans candidat, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, l'élection sans candidat, où ça se fait pas par écrit, et là c'est vraiment, dans le thème de ce soir, c'est prendre la parole, presque pour la donner à quelqu'un qui ne va pas la prendre tout seul. C'est devant tout le monde, on va dire pourquoi est-ce qu'on verrait bien telle personne à ce poste. Et ça rejoint ce côté aussi de dire à quelqu'un, en fait on te voit bien pour ça, on pense que tu serais bien. Mais c'est ouvert, transparent à tous, et tout le monde s'exprime. Du coup, c'est aussi intéressant. Alors nous, on ne le met pas encore en place, on y va à petits pas, parce que c'est quand même un sacré challenge de faire ça correctement pour que ça se passe bien. Mais je pense que c'est aussi intéressant, dans certains cadres, de mettre ce genre de système en place pour que justement le pouvoir soit partagé et donné plus que pris. Bien compris, et à l'intérieur des assos et à l'intérieur des mouvements, et tout ça c'est absolument passionnant. Est-ce que la question du pouvoir politique c'est juste un truc qui fed up, qui vous intéresse plus, ou est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème sur lequel il faut avoir un certain nombre d'idées, de revendications, voire de lutte, pour que, quand même, à un moment, y compris au niveau de l'État, les choses se gèrent un peu autrement, avec une autre participation des citoyennes et des citoyens. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y. Forcément. Oui, il faudrait que ce soit géré autrement. D'ailleurs, c'est pas parce que je suis à la France Insoumise que je dis bonjour le roi soleil à Mélenchon tous les jours, clairement pas. Là, on se met d'accord tout de suite. D'ailleurs, l'histoire avec Pablo Iglesias, la première chose que j'ai faite, c'est hey papy, tu te calmes avec la villa de Pablo Iglesias parce que là, ça ne fait pas. Donc ça, voilà. Pablo Iglesias a acheté le leader de Podemos a acheté une villa hors de prix et Jean-Luc Mélenchon a dit non mais faut arrêter de lui taper dessus. Non, donc j'ai dit arrête papy de dire de la merde et va te cacher. Voilà, donc ça c'est la première chose. Faut arrêter de dire béni oui à tout le monde, voilà. Ça faut arrêter, mais il faudrait peut-être, mais du coup là je vais prêcher un peu pour ma paroisse, sortir de la 5ème République pour ça. Parce que de fait la 5ème République c'est bonjour le roi soleil, bonjour Jupiter, bonjour monsieur Macron. Donc il est fait pour lui ce système politique. Enfin, il était fait pour De Gaulle, mais du coup Macron il prend bien le contre-pied. Donc du coup oui, il faut changer ça effectivement, et ce sera un peu l'enjeu, c'est de faire participer chacune et chacun à ce travail-là. Et je rebondis du coup, je en profite avec ça par rapport aux outils qui vont être utilisés ou qui pourraient être utilisés pour ça. C'est que c'est compliqué parce que, par exemple, je repense à la sollicitation écrite. Moi j'ai des patients qui galèrent à mort à écrire. Et du coup, fatalement, la question de l'illettrisme, elle se pose. Comment on fait pour faire écrire des gens qui peuvent pas écrire et des gens qui ont des difficultés à prendre la parole? Comment on fait pour une élection sans candidat où ils prennent la parole? Enfin, c'est... Et là, il y aura beaucoup de choses à penser. De la même manière, il y a plein de gens qui disent oui, le numérique c'est fabuleux. Oui, mais on fait quoi des gens qui n'ont pas accès au numérique? Enfin, donc il y aura vraiment une vigilance accrue à avoir sur tous les outils qui vont être utilisés pour faire participer tout le monde et donner la légitimité à chacune et chacun de participer en fait à cette construction. Enfin, je pense que voilà, on rêve tous d'une société meilleure, mais il faudra aussi savoir utiliser les outils adéquats pour faire en sorte qu'elle soit vraiment mieux, quoi.
Je pense. Vas-y. La diversité des outils. Ouais. Je pense que du coup, sur ça, c'est nos différents engagements qui nous amènent peut-être à avoir des paroles différentes. Parce que du coup, moi je pense qu'aujourd'hui, j'ai plus espoir dans la politique politicienne. Mais même dans les partis politiques, c'est plus le levier sur lequel j'ai envie de travailler. Je m'y suis jamais engagée, je m'y suis jamais reconnue. Mais par contre, moi je crois à l'action des associations. Voilà, moi je suis une militante associative depuis toujours et justement je trouve qu'il est en profondeur en fait ce travail, comme on parlait tout à l'heure de... En fait, c'est comment dans les camps, dans les écoles, on forme des jeunes à prendre la position, à prendre la parole. J'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, et du coup, pour moi, ce qui est politique au MRJC, notre rapport d'orientation, c'est oser agir et transformer la société. Donc, de là à dire qu'on n'a pas de projet politique, c'est pas vrai. Mais c'est plus de se dire tout acte est politique. Et du coup, en fait, c'est dans l'action. Nous, en tout cas, c'est pas dans la lutte, c'est dans l'action qu'on vit notre vision politique. Et après, juste... non, j'ai oublié ce que je voulais dire. Voilà. Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est vrai que voilà, je vais le dire devant tout le monde, je n'ai pas voté au deuxième tour l'année dernière, je pouvais pas, c'était pas possible. C'était physiquement impossible et en fait on m'a beaucoup, je pense que c'est les plus grosses engueulades que j'ai eues avec mes potes, c'était l'année dernière au même moment. C'était mais comment, mais mon Dieu, il y a des gens qui sont morts, je supporte plus ce truc, il y a des gens qui sont morts pour avoir le droit de vote. Ouais, mais en fait... voilà, comme tu disais tout à l'heure Marie, toi tous les 5 ans tu vas voter, tu mets ton truc dans l'urne et t'as l'impression d'avoir fait un truc incroyable, il faut voter, on regarde le débat et tout ça. Moi en fait, tous les jours quand je mange dans mon assiette, c'est politique, c'est local, c'est bio, il n'y a pas de viande, je veux dire, faut être... la politique, c'est par les actions. Et peut-être que oui, j'ai fait des études de sciences politiques avant et j'étais passionnée par ça. Je peux plus me piffrer un débat, je peux plus, c'est plus possible. C'est vraiment, j'ai perdu tout espoir. Voilà, pour, comme tu dis, fed up, avec la politique. Monsieur, une question. Donc tu voulais revenir? Ouais, juste rebondir sur ça. Moi, c'est vrai que politique politicienne, bon, pareil, on n'y croit plus trop. Et en même temps, c'est aussi lié à mon engagement. Oman, c'est très politique. Ce qu'on prône, c'est pas juste la communication non violente ou une éducation bienveillante avec les enfants. Non, c'est vraiment une vision de société, un système économique, un système politique, où justement une vraie démocratie participative serait mise en place. C'est pour ça qu'on poursuit ces réflexions sur ce... Mais ça, pour moi en tout cas, c'est du long terme. Je crois pas vraiment au changement révolutionnaire ou peut-être que j'aimerais bien si c'était non violent, mais ça me paraît compliqué. Et du coup, c'est vrai que je pense que c'est tout ça, c'est le quotidien, c'est changer. C'est pour ça que je pense qu'on a autant parlé de nos associations et de nos mouvements. C'est qu'une fois que tous on aura appris à agir et à communiquer différemment, dans la société, dans nos mouvements associatifs, mais aussi effectivement les jeunes à l'école et ailleurs, je pense que naturellement ça va faire évoluer, et même si ça évolue pas assez vite à mon sens, mais je pense que la politique évolue quand même doucement, et que oui, c'est plus sur un travail de fond. Nous on travaille notamment au niveau européen, parce que ce qu'on observe chez nous, on l'observe dans plein d'autres pays européens, notamment vis-à-vis de la crise de la démocratie et du rejet de la politique politicienne. Et c'est des constats qu'on partage et on travaille vraiment sur faire émerger cette prise de conscience aussi chez les citoyens qu'on n'est pas impuissant. Parce que pour moi, c'est vraiment la plaie d'aujourd'hui, c'est que à chaque fois que moi je parle avec des amis qui sont pas très militants ou quoi, c'est bah oui d'accord, mais de toute façon moi je peux rien faire. Donc pour moi c'est aussi ça, l'action politique, c'est déjà de redonner à chacun l'idée que on peut agir et c'est ensemble qu'on pourra faire changer les choses. Donc c'est vrai que c'est un peu déconnecté du parti politique à l'ancienne, etc. Mais je pense qu'on reste éminemment politique à notre génération quand même. Du coup, on va juste prendre quelques questions puis on va répondre rapidement parce qu'il est déjà 1h10 de passer. Ouais. Et Solène, pardon, tu voulais parler? Non, c'est bon.
Non, c'est pas grand-chose. Vas-y. Non. Non. On va pas lui mettre le couteau sous la gorge. Je crois qu'ici, il n'y aura pas de désaccord, bien au contraire, sur le fait de dire que tout est politique, que toutes les actions que l'on peut mener au jour le jour ou à plus long terme sont politiques. Vous en êtes un exemple, puisque j'ai bien noté vos appartenances associatives dans leur diversité. Elles s'inscrivent toutes dans des actions complètement politiques. Et en même temps, il y a un autre travers qui consisterait à ne considérer la question du pouvoir que comme étant l'émanation ou la zone ou le domaine de la politique politicienne. Parce qu'il y a un biais, le biais qui a été cité, mais sur un cas particulier, qui est celui du suffrage démocratique. Parce qu'à moins de considérer que l'on veut faire la révolte de 1917 avec le putsch du Palais d'Hiver qui n'en était pas un, enfin, la révolution du Palais d'Hiver qui n'était qu'un putsch, et encore, même pas sous la forme sous laquelle il a été décrit par Eisenstein, il est clair que le pouvoir, à un moment donné, sera le résultat d'un vote démocratique du peuple. Et par conséquent, c'est pas le GISTI qui se présentera aux élections, c'est pas le MAN qui se présentera aux élections, c'est pas le MRJC, etc. Ce seront des organismes politiques, des partis politiques, qu'ils soient qualifiés d'ancien monde ou pas d'ancien monde, ce sera un biais nécessaire. Et donc, il est quand même, je dirais, pernicieux de vouloir créer avec tout le monde la politique, politicienne, etc. Non, il y a la politique au sens de l'action citoyenne et politique dans son ensemble. Elle a pour le citoyen la nécessité d'être quotidienne et d'être au niveau des associatifs, etc. Et à un moment donné, quand on se pose la question du changement du pouvoir, eh bien, il y a un point de passage obligé, qui est le suffrage. Et il faut y penser, c'est tout ça. Monsieur. C'est qui? Là. Il y avait le monsieur. Vous là? Non? Pas rien? Vous mettez rien? Le monsieur avec les cheveux longs. Moi, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Bon, un petit peu, ça va couper un petit peu quoi, ce que je voulais dire du coup, parce que ça c'est abondant. Comment dire, effectivement, tout ce qui est action locale et concrète, ce sont effectivement des actes politiques, comme par exemple la façon de consommer, notamment, puisqu'elle a un assez gros vecteur on va dire, d'actes politiques. Mais ça reste une somme de petits actes militants. Ça peut servir à se sensibiliser au niveau local, mais pour que ça puisse s'étendre de façon globale à l'échelle d'un pays, par exemple, forcément que ça passe à un moment donné par des lois, par comment dire, un groupe politique qui veut quelque chose, puisse ensuite l'appliquer à l'ensemble de la population, qui ensuite peut-être éventuellement pourra faire changer les mentalités, mais faire changer les mentalités en amont, en sachant en plus qu'on est dans un environnement médiatique par exemple, qui ne va pas du tout relayer ce message-là, qui va au contraire uniformiser, normer absolument tout ça. Je pense quand même que oui, voilà, mettre de côté la dimension, alors la politique politicienne, je pense que ça saoule tout le monde, ça c'est pas la question qui s'allie avec machin, ou la petite phrase qui a dit truc, etc. Ça je pense que ça gonfle effectivement tout le monde. Mais voilà, le fait de passer par un parti politique via les élections, qui va ensuite pouvoir voter des lois, ça reste quand même, je pense, au final c'est quand même le nerf de la guerre, quoi, parce que c'est avec ça qu'on fait changer concrètement, pour tout le monde, la suite. Qu'est-ce qu'on vient de dire d'autre aussi? Oui, il y a le fait donc le suffrage donc, démocratique, qui pour le coup lui peut être remis en question, puisque notre mode de suffrage actuel est loin d'être parfait, voire même favorise totalement le pouvoir en place et les genres de politique libérale qu'on a actuellement. Et du coup, moi je rejoins ce qui a déjà été dit, je pense que effectivement changer d'institution dans une 6ème République me semble assez urgent. Voilà.
Du concret. Le monde est concret. Ça veut dire qu'on est d'accord. Hein. C'est les gestes de la communication non violente. Non, mais... Non, c'est pas ça. Moi j'ai raté. Si, ça veut dire Si, ça veut dire qu'on est d'accord. C'est pas un lien avec la communication. qu'on approuve. C'était pas un lien avec la communication non violente. Voilà, non, mais c'est moi qui ai dit Nadri. C'est pas grave. Madame, oui. Je crois qu'il ne faut pas. Enfin, bien entendu, la politique c'est essentiel. Enfin, on s'aperçoit aujourd'hui que les partis politiques existent, mais que le pouvoir est parfois ailleurs. Il est dans l'économie et il est dans la prise de pouvoir. Il y a ça encore. Donc, le parti politique, d'accord, c'est vrai. Moi, j'ai été 20 ans dans un parti politique, je ne vais pas vous dire le contraire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut se faire avoir. Et c'est aussi dans les associations qu'on ne se fera pas avoir. Parce que si on n'est pas capable de se remuer dans les associations, on se fera avoir. Hein. Donc, bon, moi j'ai beaucoup misé sur la politique, mais je crois que le pouvoir, malheureusement, il est ailleurs. Et pour essayer de leur... On peut toujours s'engueuler avec les mecs dans un parti politique, ça c'est sympa, je dirais à la limite 50 ans après, je trouve que c'est encore sympa. Mais se colter avec l'Union européenne qui va obliger les Italiens à revoter, des choses comme ça, le pouvoir c'est là qu'il est, c'est dans l'économie. Et plus je vieillis, plus je le pense. Et ça, c'est à vous, les filles, de vous armer là-dessus. Et je pense que on parle de l'éducation civique à l'école. Moi, j'étais prof d'histoire géo. C'est très bien. Mais si on donnait des bases, des rudiments d'économie aux jeunes dans les écoles, ben, ils seraient peut-être un peu moins cool. C'est pas faux. Vous laissez l'ignare ou moi je... Attendez. Voilà, excusez-moi. Ah, d'accord. Moi, je suis pas sûre de partager totalement le point de vue qui a été donné jusqu'à présent sur la question de cette espèce d'unanimisme considérant que les partis politiques sont absolument indispensables aujourd'hui. Parce que j'ai le sentiment, personnellement, moi je suis une militante féministe de longue date, qui m'ai engagée dans beaucoup de champs d'action, donc très diverses. Mais j'ai plutôt le sentiment que les expériences des nouveaux mouvements sociaux, puisqu'en fait quand même ce qu'on fait depuis un certain nombre d'années, et notamment depuis les années 68, ce sont les nouveaux mouvements sociaux, ce n'est pas les mouvements sociaux qui existaient déjà avant 68. J'ai l'impression quand même qu'ils ont été... pendant de nombreuses années, porteurs d'alternatives, en termes même de propositionnels, au niveau du politique justement, parce qu'on se rend bien compte que dans beaucoup de partis politiques, même disons que les solutions qui sont préconisées pour le changement social ne correspondent pas véritablement souvent à la richesse qui existe dans toutes les associations avec leurs propres propositions, s'il fallait toutes les additionner. Ça ferait déjà un programme qui n'existe dans aucun parti politique et dans aucun mouvement. Mais moi, c'est une autre question qui me pose problème, et pas seulement celle que Blandine a posée, qui est une vraie question. C'est-à-dire, est-ce que véritablement les partis politiques répondent à la période? Et je crois qu'ils n'y répondent pas. Et ce n'est pas seulement une question de forme et de structure, parce que même la forme qu'on essaye de mettre en place depuis un bon moment déjà, en pensant à l'alternative aux politiques, qui est la forme mouvementiste des partis, elle n'est pas efficace non plus. Puisqu'on revient toujours à la structure pyramidale, malgré tout, et c'est très difficile de faire vraiment exister une structure complètement horizontale, transversale, qui évite bien des problèmes que vous avez évoqués, parce que tout ce que vous avez évoqué sur les résistances que vous trouvez dans vos associations, c'est les mêmes expériences qu'on a fait depuis 68. Ça n'a pas beaucoup changé. Par exemple, moi qui connais bien surtout ce qui s'est passé dans le mouvement féministe, ce que vous avez expliqué, je veux dire, depuis les années 70, on l'a dénoncé, mais on essaye d'avoir d'autres pratiques. Mais le problème, c'est que ça n'émerge pas dans les organisations généralistes mixtes, ces pratiques-là. Mais je trouve qu'il y a un autre problème, qui est pas seulement le fait de savoir si les partis politiques répondent en termes
Maintenant, la question, c'est pas seulement le capitalisme, c'est le capitalisme financier. C'est pas la même chose. Et donc, face à ça, les partis politiques sont pas du tout adaptés par rapport à cette réponse-là. Et ça, c'est le vrai souci. Et c'est pour ça qu'ils sont efficaces, qu'ils sont plus efficaces et que les gens n'y croient plus. Hein, souvent, c'est pour cette raison-là aussi. Mais je crois qu'il y a un autre problème, quand même, qui émerge et dans beaucoup d'associations, ça se dit. Et vous me direz si vous avez ces réflexions dans ce sens-là. C'est sur la nature même de la conception de la forme parti aujourd'hui, qui, pour beaucoup de personnes dans des associations, considèrent que cette forme est obsolète. Et elle est obsolète parce qu'elle date de la Deuxième Internationale, donc ça correspond aussi à quelque chose de daté. Et que donc, du coup, il y a plusieurs réflexions à avoir à la fois par rapport au quel est l'ennemi aujourd'hui, le capitalisme financier, mais la question aussi de la prise du pouvoir, parce qu'un parti, c'est pour prendre le pouvoir, c'est pas autre chose. Donc effectivement, ça veut dire qu'on répète, on réifie à chaque fois les mêmes tares qu'on a connus dans tous les partis, et que là, il y a un problème de répétition, et est-ce que cette répétition inéluctable, elle n'est pas dans la forme même de la conception du parti ? Vous voyez ? Bon voilà, donc ça, il y a beaucoup de réflexions là-dessus aussi, qui fait que des gens à partir de là ne disent pas, oh ben non, je terminé pour moi, je ne veux plus, etc. Mais qui est essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe. Du coup, juste on est désolé, mais en fait, on a largement dépassé le temps. D'à peu près une demi-heure.